Monsieur le ministre, merci pour les échanges. Nous allons maintenant aller du côté de l'opposition officielle. Madame la députée de Lapinière, la parole est à vous. Merci, Monsieur le Président. Alors, merci à vous pour votre présence et votre présentation. Pour votre recommandation 6, qui se lit ainsi, que le projet de loi soit amendé afin de permettre aux chiropraticiens de prescrire des analyses de laboratoire dans le respect de leur champ d'exercice. Est-ce que vous pourriez donner quelques exemples, par exemple, où ce serait vraiment, ce serait gagnant que les chiropraticiens puissent faire ça? Dans un premier temps, il faut savoir que les chiropraticiens sont déjà formés là, pour prescrire des analyses de laboratoire. C'est déjà dans le cursus universitaire parce que c'est un agrément des programmes au Canada. Donc, les étudiants qui graduent sont déjà formés pour le faire. Et un exemple concret, là, on prend exemple quelqu'un qui aurait, je fais mon examen, la personne elle a mal au poignet, je suspecte une arthrite. Je ne peux pas être certaine. On peut faire de l'imagerie diagnostique, mais on pourrait aussi confirmer avec, exemple, prise de sang pour valider le diagnostic. Parce que si c'est de l'arthrite rhumatoïde, mon traitement il n'est plus le même. Tu sais, il faut vérifier le diagnostic sert aussi à établir des contre-indications à un traitement ou des adaptations d'un traitement. Donc, c'est là que ça devient important. Fait que ça pourrait permettre, exemple, de confirmer ou d'infirmer une arthrite rhumatoïde avec une prise de sang puis à la recherche de certains marqueurs. Et si jamais il s'agit réellement d'une arthrite rhumatoïde, à ce moment-là, le plan de traitement, il est totalement différent. Et là, ça va demander une cogestion avec l'omnipraticien, avec un rhumatologue. Peut-être qu'en chiropratique, on peut aussi aider, mais là, à ce moment-là, c'est vraiment un travail de collaboration interprofessionnelle parce qu'il y aura aussi probablement des médicaments prescrits, ce que nous ne pouvons pas faire actuellement. Donc, ça, c'est un très bon exemple, là, qui est quand même assez courant là, dans la population générale. Et donc, à ce moment-ci, vous ne pouvez pas prescrire ces analyses-là. Donc, vous devez référer le patient à un médecin qui va faire, s'il détermine qu'il veut prescrire ces analyses-là. Puis ensuite, le patient peut vous revenir avec les résultats. Vous ajustez peut-être le traitement, vous procédez au traitement. Puis, vous avez parlé de collaboration avec le médecin. Est-ce que cette collaboration-là se fait assez bien avec les médecins ou... Bien, moi, j'ose espérer que oui. Il faut, on devrait, oui. Oui, absolument. De façon assez générale, je pourrais ajouter de façon générale, lorsqu'on arrive avec des demandes précises au médecin, il y a une raison pour qu'on demande une analyse. Le bon exemple de l'arthrite rhumatoïde. Oui. Le médecin va suivre notre recommandation parce qu'il y a une logique scientifique que l'on a. Donc, la collaboration se fait dans ce sens-là. Donc, lorsqu'on fait un rapport, une demande, ça se fait bien. Donc, le point ici, c'est vraiment créer une meilleure fluidité, une meilleure rapidité, parce que si je veux soigner mon patient et je pense que peut-être une contre-indication, je vais devoir attendre les résultats de ces fameuses analyses de laboratoire, puis ça peut prendre plusieurs semaines. Alors, pendant ce temps-là, la personne, malheureusement, ne peut pas avoir les soins adéquats. Oui, bien, c'est sûr qu'il faut que la personne attende de pouvoir avoir un rendez-vous avec un médecin. Exactement. Puis même chose que j'ai dit tantôt, il y a un dédoublement de consultation. Lorsqu'un professionnel comme nous peut faire un acte, c'est important de pouvoir le faire pour désengorger le réseau. Alors, on est vraiment dans une pression actuellement dans le réseau qu'on a besoin de trouver des solutions. Puis nous, avec notre formation, nos compétences, nous arrivons avec des solutions que l'on peut mettre en application pour aider le réseau dans son ensemble. Puis, pour votre recommandation 8, qui dit que le projet de loi devrait être amendé afin que le chiropraticien soit reconnu en tant que professionnel de la santé qui a charge en vertu de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, pour favoriser l'accès des accidentés du travail aux soins chiropratiques sans que l'accidenté du travail ne doive préalablement obtenir un service médical pour le versement des prestations. Est-ce que je me trompe ou est-ce qu'il y en avait été question durant le projet de loi 67 l'an passé? Le projet de loi 68, c'était un 10. C'était un 10 septembre 2024. On est encore un 10, c'est fascinant. Oui, c'était essentiellement ça que l'on a fait. Puis depuis ce temps, nous avons des rencontres avec le comité conseil 3.73, si vous savez de quoi je parle, évidemment. Là. Peut-être c'est technique, mais avec les membres du comité puis la CNSST. Donc, nous avons eu plusieurs rencontres avec eux.
Et nous espérons, on va dire ça comme ça, qu'il y ait un dénouement favorable à notre dossier. Je ne sais pas si mes collègues veulent rajouter une espèce à ce point. Peut-être un point important concernant les accidentés du travail. Le Québec est la seule province actuellement où les accidentés du travail n'ont pas accès directement à une prise en charge par les chiropraticiens. Parce que une personne peut aller directement voir un chiropraticien pour obtenir un traitement, mais dans le cas des accidentés du travail, c'est que s'ils font ça, ben les honoraires ne seront pas remboursés par son assurance. Assurance publique, Ouais. de la CNSST, oui. OK. Bon, je pense que ça faisait le tour pour ma part des questions. Est-ce que vous aviez quelque chose que vous auriez aimé dire davantage, approfondir dans le temps qui reste? Rien qui me vient, Mathieu. Recommandation 5. C'est noté. Merci. Merci. Merci.